Bonjour, alors bienvenue à cette conférence « Comment bien acheter son projet de formation digitale ». Donc on a réuni autour de la table Noria Larose, qui est directrice associée chez Nel et Associés, Pierre Kolakzek, Regional Sales Manager chez Cornerstone, Rémi Lesain, cofondateur de MyMOOC, et Tiffaine Duché, VP Operation chez Teach on Mars. Donc merci, bonjour à tous. Alors on va commencer, on va enchaîner avec Pierre qui vient de faire la keynote avant, qui va nous resituer un petit peu en quoi aujourd'hui les RH sont stratégiques en matière de formation digitale et quels sont les enjeux. Voilà, pourquoi aujourd'hui il est tellement important de bien acheter son projet de formation initiale, quel enjeu, quelle stratégie ça sert pour l'entreprise. On vous écoute, Pierre. Alors bonjour à tous, je vais me représenter pour ceux qui sont arrivés sur cette table ronde. Donc comme je vous le disais, je suis depuis 10 ans dans la transformation digitale dans la société et ça fait à peu près 5 ans que j'accompagne les entreprises sur les enjeux de formation et également de talent, avec pour enjeu justement de transformer ces entreprises pour répondre aux enjeux stratégiques qui sont les leurs. Et donc j'accompagne les RH au quotidien dans cette transformation. Alors juste, si vous me le permettez, Christelle, ce qui m'intéresserait, c'est juste de savoir, est-ce que vous pourriez lever la main, tous ceux qui travaillent au niveau RH aujourd'hui, et tous ceux qui travaillent au niveau de la formation, ok, et qui a déjà acheté un plan de formation digitale? Ok. Donc il y a beaucoup de conseils à donner là. Exactement, voilà, merci. Alors, effectivement, comme je vous le disais, ça fait quand même de nombreuses années qu'on accompagne des clients, des prospects, effectivement, dans cette transformation sur la formation. Et à travers ces expériences, j'ai pu voir un certain nombre, en tout cas, d'écueils dans le choix de ces formations. Comme vous l'avez vu pour ceux qui étaient présents précédemment, on accorde pour nous une grande importance, effectivement, à faire en sorte que le choix de cette plateforme de formation réponde aux enjeux business de la société. Et donc, un des principaux écueils, quand on parle de plan de formation digitale, alors le plan de formation, c'est la plateforme administrative et digitale, les contenus, qu'il ne faut pas oublier, qui parfois passent en second temps, sont souvent pilotés encore, malheureusement, par silos. Et donc, on a souvent des besoins qui sont assez fragmentés, avec parfois une méconnaissance de ce que font les autres services, et aussi sur des enjeux très court-termistes, on l'évoquait. Donc le premier écueil en tout cas que je peux avoir, c'est, ou en tout cas ou plutôt quel conseil je pourrais vous donner, ça serait d'essayer peut-être de relever la tête justement, on parlait des startups et de se dire qu'est-ce que je dois faire demain pour acheter mon plan de formation, c'est peut-être se dire demain ça serait bien qu'il aille au moins à 2 ans, 3 ans, puisqu'on est souvent sur des contrats en plus qui sont pluriannuels. Et donc quels sont mes besoins aujourd'hui? Quels seront mes besoins demain? Est-ce que finalement, pour moi, par rapport à ce qui m'est demandé, c'est-à-dire de faciliter des parcours d'onboarding, favoriser la formation de mes commerciaux sur de nouvelles offres, faire en sorte que j'ouvre de nouveaux pays, ça va être le social learning qui sera le point clé finalement d'accroche. Est-ce que ça sera le monitoring de ces données qui soit le point clé? Donc, dès que vous mettez en perspective par rapport aux enjeux business, finalement, vos besoins, vous serez moins sur la partie fonctionnelle de votre plateforme et plus sur ses objectifs à moyen long terme. Et déjà, si vous arrivez à cela, me semble-t-il qu'il y aura quand même beaucoup de choses qui dérouleront de manière assez naturelle. Et ne serait-ce que la semaine dernière, j'étais chez un client, je vous le disais, qui avait fait ce choix de formation sur une plateforme qui se voulait ludique, interactive, et 2 ans plus tard, ils se disent on veut décommissionner même si on est satisfait. Et ça, pour moi, quelque part, c'est symptomatique d'une vision, en tout cas parcellaire, du besoin qu'ils avaient il y a 2 ans. Parce que finalement, ils savaient déjà qu'il y a 2 ans qu'ils avaient besoin de reporting. Ils savaient d'ores et déjà que de toute manière, ils devraient échanger avec les personnes du talent management ou du capital humain. Simplement, ils se sont dit, quelque part, nous, on fait notre job sur la formation, on va avancer, on a quelque chose qui nous plaît,
on va dérouler, et puis finalement ils sont rattrapés par la machine, et donc 2 ans plus tard ils doivent changer et intégrer ces nouveaux besoins. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment essayer de prendre en compte les enjeux stratégiques de votre entreprise, essayer, comme on l'a vu tout à l'heure, de se dire comment moi ça va m'impacter, et de fait avoir des objectifs et des attendus qui soient peut-être un peu moins fonctionnels et peut-être davantage dans la stratégie générale de votre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir une approche un peu plus prospective sur l'évolution des besoins en termes de compétences à court et moyen terme. Voilà. Quand on veut planter un arbre, on va se demander quelle taille il fera dans peut-être 5, voire 10 ans. Alors l'idée, c'est que vous ayez peut-être pas, en tout cas à 10 ans, la vision de ce que sera votre plateforme, mais au moins à 2-3 ans, d'avoir des perspectives claires sur ce que vous voulez faire et vos enjeux stratégiques. Oui. D'accord. Alors vous, Noria, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Quels écueils vous voyez chez vos clients qui veulent acheter donc un plan de formation digitale? Merci. Donc, pour ma part, comme je dirige à la fois une agence de formation digitale qui fait du conseil et de la digitalisation, j'ai un peu les 2 casquettes. Je suis à la fois présente auprès de nos clients pour les conseiller au moment où ils veulent acheter un projet de formation digitale. Et quand on parle de projet, finalement, ça peut prendre des formes assez variées. Je ne sais pas, vous, quel projet vous avez en tête, mais ça peut être effectivement, comme le disait Pierre, une plateforme de formation LMS, mais ça peut aussi être tout simplement un dispositif que vous souhaitez transformer, qui existe aujourd'hui chez vous en salle, c'est une formation en salle, par exemple, que vous voulez digitaliser. Donc là aussi, c'est un vrai projet de formation digitale. Et comment vous allez vous y prendre? Moi, parfois, je suis surprise de voir des clients qui ne formalisent pas de cahier des charges. Donc après, voilà, il y a une forme de méthodologie à mettre en place. La première partie, c'est vraiment effectivement la partie stratégique, expression des besoins, de travailler avec vos collègues ou les formateurs, les apprenants, les gens du terrain, pour vous assurer des besoins. De bien penser aussi aux enjeux stratégiques, enjeux business. Si vous voulez monter cette formation, derrière, vous voulez quels KPI, quels résultats, quels indicateurs, et puis de bien les intégrer ensuite dans votre cahier des charges pour que les prestataires qui y répondront aient bien la bonne compréhension de votre contexte, de vos enjeux, que ce soit les enjeux business et formation ou développement de compétences. De donner parfois aussi une fourchette, une estimation budgétaire. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais on travaille avec des clients qui peuvent être à la fois des PME, des grands groupes, des multinationales. Et donc, en fait, un même module de formation ou une plateforme, finalement, derrière, les enjeux peuvent être différents. Et si vous voulez 1 heure d'e-learning, 1 heure pour l'un ou pour vous, ce ne sera peut-être pas les mêmes moyens que nous allons mettre en œuvre. Donc, des petits indicateurs aussi de votre budget, ça peut parfois nous aider à vous proposer la solution la plus pertinente par rapport à votre contexte, à votre budget. De bien définir également le profil des apprenants. Quels sont leurs prérequis, quelles sont leurs habitudes, leurs usages, quels sont les appareils qu'ils vont utiliser, etc. Plus vous allez préciser et vous-même vous projeter sur la manière dont ils vont être formés, et plus cela va nous donner des clés pour vous apporter la meilleure réponse. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que quand on fait du sur-mesure ou quand on propose une plateforme, voilà, on a besoin également de connaître au maximum votre contexte et vos attentes pour pouvoir y répondre de façon la plus précise possible. Parce que même sur la partie plateforme, pour éditer chaque année dans le cadre du FOD le guide LMS, qui paraîtra d'ailleurs demain, si vous êtes là, on pourra vous le transmettre. Quand vous pensez également plateforme, il est vraiment important de bien pouvoir comparer derrière les offres, donc d'avoir vous-même défini les critères aussi de choix. Parce que une fois que vous avez rédigé votre cahier des charges, si vous n'avez pas d'idée de la manière dont vous allez comparer ensuite les offres que vous allez recevoir, vous pouvez rester un petit peu en difficulté parce que les éditeurs ne présentent pas tous leur offre de la même manière. Donc si vous-même, vous ne proposez pas parfois une grille qui va vous aider ensuite à lire et à analyser les offres, vous pouvez être en difficulté pour avoir un avis et statuer. Donc voilà, quelques clés là rapidement qui sont données. Et puis je pense qu'après je rebondirai sur les différents points de vue. Oui, c'est-à-dire... Oui. Oui. Pardon Christelle, il y a juste, pour compléter, c'est vrai qu'on a parlé plateforme, pensez aussi contenu. Puisque c'est vrai que c'est une grosse part du budget.
et qu'une plateforme seule, ça n'a pas de sens. Donc il faudra remplir cette plateforme avec des contenus que vous allez créer, mais aussi, pourquoi pas, des contenus que vous allez acheter. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi surfer sur les tendances, les gadgets ou les nouveautés, mais vraiment répondre par rapport à son besoin, population qu'il faut former, sa stratégie d'ensemble. Hein. Donc j'ai donné la parole à Tiffaine qui va, elle, nous donner ses conseils aussi. Donc, Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tiffaine Duché. Je travaille au sein de la société Teach on Mars qui propose effectivement une solution de plateforme digitale. Donc, moi, je rejoins tout à fait les conseils qui ont été donnés précédemment. Mais moi, j'en donnerai un premier qui est que avant d'acheter votre solution, posez-vous la question de comment vous allez la vendre, cette solution. Parce qu'on peut parler contenu, on peut parler fonctionnalité, on peut parler plateforme, effectivement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'usager, c'est l'utilisateur, c'est l'apprenant auquel vous allez vous adresser. Et donc, aujourd'hui, on voit que les projets digitaux s'inspirent de plus en plus de toutes les tendances du marketing et qu'on a plutôt une approche presque B2C, c'est-à-dire qu'on va considérer notre apprenant comme un consommateur, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, quelqu'un qui va avoir des choix très précis dans la manière dont il va justement se former. Et donc pour ça, il faut que vous partiez principalement de l'usage, c'est-à-dire d'être centré sur l'utilisateur, à quel moment il va se former, comment il va se former, de quelle modalité il a envie pour se former. Et après, effectivement, il y a toute la partie contenant, contenu, etc. Mais c'est vraiment ce marketing et cette approche qui va être importante. Et l'expérience utilisateur, c'est-à-dire pourquoi la personne va avoir plaisir à venir se former une première fois, et comment vous allez faire pour qu'elle vienne une deuxième fois, une troisième fois, et la fidéliser en fait dans son dispositif d'apprentissage. Donc moi, le premier conseil, c'est vraiment ça. Pensez d'abord utilisateur et usage. Et le deuxième, c'est penser aussi simplicité. Simplicité pour vos différentes cibles, donc simplicité d'accès pour l'utilisateur, mais simplicité aussi d'accès pour vos formateurs qui vont concevoir les parcours, qui ont une hétérogénéité d'un point de vue maturité digitale qui est importante à prendre en compte. Donc il faut leur proposer une solution qui leur fasse pas peur, qui soit accessible et qu'ils puissent facilement s'approprier. Donc simplicité pour le formateur, simplicité pour l'apprenant, simplicité pour le service formation qui va devoir faire voilà, des reportings, aller chercher des statistiques, des retours d'expérience, des taux d'utilisation, etc. Et simplicité aussi pour le manager, qu'il ne faut pas oublier dans tout ce cycle, parce que c'est lui qui va être prescripteur et évaluateur de la formation, de sa performance et de sa mise en pratique sur le terrain. Voilà, donc les deux premiers conseils, et je compléterai aussi, c'est penser utilisateur et penser simplicité. Donc pensons l'ergonomie, hein, la simplicité, l'accessibilité et le contenu. Alors donc je vais donner la parole à Rémi. Alors bonjour à tous, voilà. je suis Rémi Le5, cofondateur de MyMOOC. Donc oui, moi je vais plus parler de la partie contenu, puisque MyMOOC c'est une start-up, une solution qui permet justement d'y voir plus clair dans toute la jungle de la formation digitale qu'on trouve sur Internet. Donc on accompagne des entreprises justement pour les conseiller justement sur les contenus à mettre sur les LMS. Et donc comme disait Tiffaine, il faut d'un premier temps, avant d'acheter son projet de formation, il faut d'abord se centrer sur les besoins de ses collaborateurs. Donc, s'ils sont sédentaires, plutôt préférer une plateforme qui soit plus ergonomique pour PC. S'ils sont mobiles, peut-être plutôt proposer une solution de mobile learning. Et si, par exemple, s'il y a une contrainte de temps, pourquoi pas plutôt proposer tout ce qui est contenu ultra rapide à faire, qui dure 5 minutes, pour avoir des contenus qui soient plus adaptés sur ce genre de sujet. Donc pour revenir par rapport au contenu, moi je pense qu'on peut justement les plateformes vous avez à faire du spécifique pour des besoins qui sont très précis à votre activité, mais aujourd'hui justement pour aller plus loin, parce que le sur-mesure ça coûte très très cher pour avoir une formation qui vous conviennent vraiment sur un point clé, mais l'offre actuelle de formation est ultra vaste. Vous avez plein d'acteurs différents
notamment dans le digital, qui proposent des formations sur étagère. Et vous auriez tort de ne pas piocher dedans, puisqu'il y a vraiment, on touche vraiment de tout, de l'informatique et beaucoup de sujets transverses. Donc ça peut être la communication, ça peut être la gestion de projet. Vous avez vraiment de quoi faire sur Internet et justement, les contenus, c'est vraiment la clé pour proposer à vos collaborateurs de revenir régulièrement sur la plateforme. Donc il y a une partie aussi de contenu. Les contenus, il faut qu'il y en ait, mais il y a aussi un côté actualisation des contenus, puisqu'il faut marketer l'offre de formation que vous avez en interne. Il faut que les gens puissent revenir sur votre offre de formation. Et pour cela, il faut des contenus qui soient actuels, d'actualité, qui puissent parler de sujets que tout le monde traite forcément dans les médias. Par exemple, on peut des sujets comme de la blockchain, du management agile, ce genre de sujets, des buzzwords qui ont besoin d'être défrichés pour les collaborateurs. Donc, le fait d'ajouter des contenus sur étagère qui sont mis à jour régulièrement, c'est un gros avantage pour justement maximiser l'engagement des collaborateurs. Donc en fait, il y a deux choses qu'on peut souligner. La première, c'est qu'on est dans une approche centrée collaborateur qui se colle un peu sur les usages qu'on voit se développer un peu partout. Et dans ces usages-là, donc il y a la partie MOOC qu'il faudrait un petit peu revenir expliquer parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un MOOC. Ici, tout le monde connaît. Peut-être un peu rappeler en quoi ça consiste. Est-ce que ça débouche sur une certification? Est-ce que le taux d'abandon, turnover, quelles sont toutes ces ressources qu'on peut avoir en libre service? Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est les approches des plateformes qui essaient de coller aux usages comme Netflix, avec un marketing qui permet de faire remonter de l'information et puis de servir finalement les populations par rapport à leur centre d'intérêt en interne. Donc toute cette partie usage aussi qui se développe et qui colle aux usages externes à l'entreprise. Donc on arrive aussi à des entreprises ouvertes où finalement les responsables formation eux-mêmes doivent s'ouvrir et puiser un peu partout. Donc après, enfin, troisièmement, donc on va revenir sur l'approche user-centrique, ensuite sur cette possibilité des plateformes qui évoluent au rythme des usages externes. Et après, est-ce que le rôle finalement de ce responsable formation qui doit faire plus de l'ingénierie, des montages, puiser les ressources, comment on fait, quelle population, pourquoi, mettre en place la communication. Donc ça devient vraiment complexe. Donc qui veut commencer? Tiffen? Oui, alors sur la partie user-centric, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut se coller aux usages et pour ça, donc effectivement, quand on veut être sur des solutions mobiles, il vaut mieux penser sur du mobile first, donc des choses qui ont été pensées pour le mobile. Les plateformes LMS du marché sont là depuis de nombreuses années et elles sont riches de toute cette histoire et cette expertise. Mais c'est vrai qu'elles ont été pensées pour un usage web. Quand on veut faire du mobile, il faut penser donc avec le mobile, donc des applications natives qui vont pouvoir utiliser toutes les potentialités d'un mobile, donc que ce soit le côté tactile, le design sonore, le fait que ça vibre, etc. Et aussi l'ergonomie et la fluidité extrême qu'on peut avoir sur une application. Voilà, vos utilisateurs aujourd'hui, ils sont sur des applications comme Facebook, comme LinkedIn, comme plein d'autres applis qu'on utilise tous les jours, et c'est leur standard de référence. C'est-à-dire qu'ils ne comprendraient pas d'arriver sur une app où la navigation ne soit pas fluide, où les choses ne soient pas intuitives. Donc du coup, ça met la barre très très haut, justement, pour ce côté expérience utilisateur, et c'est pour ça qu'on privilégie généralement des approches mobile first et des approches natives. Je voulais donc juste faire une précision sur les MOOC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme barbare, ça veut dire Massive Open Online Course. Donc en français, c'est simplement des cours en ligne certifiants et massifs. Donc qui sont en libre accès. Voilà, qui sont en libre accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut suivre des cours de l'université d'Harvard, on peut suivre les meilleurs cours partout dans le monde en libre accès. Hein. Ça disrupte un peu le marché de la formation. Voilà, ça a été lancé en 2012.
à l'initiative de grandes universités américaines qui ont lancé des plateformes. Donc les acteurs majeurs du marché, on peut en citer 3 à 4 comme Coursera, Udacity, on peut citer en France Open Classroom par exemple, qui crée des cours qui sont créés en collaboration avec des grandes universités. Donc sur Coursera, vous allez retrouver du Harvard. Sur edx par exemple .org, vous allez trouver du MIT. Donc ces formations sont vraiment certifiantes, et vraiment il y a un vrai degré il y a vraiment de la pédagogie insérée dedans. C'est vraiment élaboré par des profs de renom. Donc, par exemple, le MOOC qui a le plus marché sur la plateforme Coursera, c'est Machine Learning. Ça a été créé par justement le fondateur de Coursera, et ils ont formé plus de 300 000 personnes sur justement un buzzword qui est le machine learning que tout le monde parle. Mais justement, pour avoir une première introduction, un MOOC, c'était parfait, puisqu'ils ont réussi à onboarder plus vraiment des centaines de milliers de collaborateurs sur un même cours. Donc les MOOC, c'est vraiment très utile justement pour compléter votre offre de formation. Donc vous pouvez en proposer à vos collaborateurs. Nous travaillons par exemple avec Air France, qui propose justement des MOOC à leurs collaborateurs. Et par exemple, Air France finance les certifications à ses collaborateurs, parce que les MOOC forcément, les MOOC, c'est gratuit. Il faut bien qu'il y ait un business model derrière. Donc, généralement, vous allez payer la certification. L'accès au contenu est gratuit. Donc, vous pouvez picorer le MOOC en question. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller à la complétion, au certificat. Et à la fin, généralement, le concepteur va vous demander, parce que ça a demandé que forcément l'ingénierie pédagogique, ça coûte de l'argent. Donc, on va vous demander une petite rétribution à la fin. Mais ça va en moyenne de 50 à 150 €, donc on est vraiment dans des coûts de formation qui sont très très réduits. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces ressources-là qui sont accessibles, derrière, il faut que les responsables de formation mettent une véritable ingénierie, parce que les taux d'abandon sont assez lourds aussi par rapport au MOOC. Et donc, vraiment, le responsable de formation est là aujourd'hui pour orchestrer l'ensemble des ressources qu'il peut avoir à disposition. Donc, je vais demander à Pierre maintenant, quelle est son approche, quelle est votre approche chez Cornerstone en matière d'approche, donc expérience collaborateur ou user-centric, et comment vous vous inspirez aussi des usages externes pour faire évoluer vos plateformes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, et rejoint notamment Tiffaine sur cet aspect de user-centric, et se poser la question comment effectivement je vais distribuer la formation, comment je vais rendre ludique ma plateforme LMS. Mais juste une précision, c'est vrai que votre collaborateur, enfin votre stagiaire, il n'est pas juste sur sa plateforme LMS. Autrement dit, je veux dire, c'est que votre collaborateur, il utilise tout un tas d'outils finalement dans votre entreprise. Il utilise un réseau social type Workplace, il a sa plateforme LMS, mais il a aussi d'autres outils du SIRH. Et ce qui est important aussi pour lui, c'est d'avoir une cohérence dans l'engagement sur l'ensemble de ces outils. Vous voyez, maintenant mes enfants ont grandi, mais quand ils étaient plus jeunes, je me rappelle à la crèche, on me disait ah bah écoutez, c'est super, ils ont dormi toute la journée. C'était vraiment une super journée. Sauf que moi, il ne dormait pas la nuit. Et donc, en fait, c'est 24 heures, j'allais dire, la journée finalement de l'enfant. C'est pas juste quand on le dépose et quand on le récupère le soir. Et ben, la vie finalement de votre apprenant, dans l'usage de ces outils en entreprise, elle n'est pas juste sur la plateforme LMS, pas juste effectivement sur sa formation, sur tels aspects, elle est aussi sur peut-être comment je vais gérer ma mobilité, comment je vais être aussi sur ma performance. Et il me semble en tout cas qu'il y a une orientation du marché sur un besoin d'avoir des outils qui se parlent bien entre eux et qui faciliteront cette expérience collaborateur, ce côté user-friendly sur l'ensemble effectivement de ces aspects. Voilà. Et c'est vrai que chez Cornerstone, on fait attention effectivement de travailler autour de l'utilisateur, parce que là où je rejoins complètement mes collègues, c'est que la réussite d'un projet SIRH, elle passe de toute manière par l'adoption des collaborateurs. De moins en moins, on veut imposer un outil, et finalement, le ROI qu'on va aller rechercher, finalement, c'est la satisfaction de ses collaborateurs. Donc là-dessus, je suis complètement en phase, mais c'est vrai que, encore une fois, un petit peu sur ces enjeux business, je dirais, prenez aussi un petit peu de recul. Est-ce que c'est juste ma plateforme LMS, ou peut-être aussi de la formation dans mon onboarding, de la formation sur mon catalogue de formation, parce que
Vous avez parfois une super plateforme e-learning, puis finalement vos recueils de formation, vous les faites via fichier Excel. C'est un peu dommage parce que vos collaborateurs, dans l'expérience, finalement, pour choisir leur formation, vont sur un fichier Excel. Donc le côté user-friendly, ou en tout cas le fait d'accrocher le collaborateur là-dessus, il est un peu perdu. Donc c'est vrai que c'était cette nuance que je voulais apporter. Voilà. Oui, alors Noria, votre analyse sur ces points. Oui, pour moi, c'est d'où l'importance d'associer au moment où vous allez rédiger votre cahier des charges, où vous souhaitez acheter, que ce soit une plateforme ou un projet de formation digitale, de vraiment aussi penser à solliciter la DSI, les autres services, les services métiers, les directions métiers, la DRH bien sûr qui va être à vos côtés. Enfin voilà, vraiment de penser multi-métiers. Et également, au moment où vous allez vouloir faire votre choix de plateforme, par exemple, ne pas hésiter à faire un proof of concept. Nous, en accompagnant GRDF, on avait proposé justement la méthodologie de tester 3 plateformes et d'imaginer tout un scénario avec des parcours en fait en fonction du profil des utilisateurs, qu'ils soient administrateurs, formateurs ou apprenants. Et plusieurs personnes dans leur groupe ont justement testé 3 plateformes avec les différents parcours qu'on avait imaginés, ce qui a permis vraiment de valider que effectivement l'expérience utilisateur était bonne, quel que soit le profil, qu'il y avait un vrai gain de temps, que ça n'était pas complexe à prendre en main, etc. Et donc effectivement, je rejoins aussi Pierre sur la dimension environnement informatique et de s'assurer qu'on ne va pas ajouter des briques avec des technologies ou des outils différents, mais que tout va pouvoir communiquer et que vous-même, au sein du service formation, vous allez pouvoir gagner du temps et arrêter de faire des tâches qui sont parfois, qui peuvent être automatisables si on le pense en amont et si on fait le choix effectivement des bons outils. Oui, justement, je voulais rebondir sur ce point-là, c'est-à-dire que quand on doit acheter donc, son plan de formation et ses outils, comment on fait de façon pratique en interne? On crée un club d'utilisateurs, on fait tester les outils par des managers RH, on co-construit les outils, on les adapte, on les paramètre avec l'éditeur de façon chronologique. Comment procède-t-on? Alors moi, je voulais juste revenir 2 secondes sur ce qui a été dit. Après, promis, je réponds. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant la partie intégration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre paysage de formation, il n'est pas unique. Et effectivement, ça va être plusieurs briques fonctionnelles que vous allez pouvoir assembler entre elles. Et pour ça, la robustesse des éditeurs de logiciels vous amène quand même la garantie que ces intégrations vont être possibles versus des solutions parfois un peu plus one-shot ou un peu plus faites sur mesure qui n'ont pas forcément cette visibilité, cette pérennité dans le temps. Donc cette partie intégration me paraissait importante à souligner. Et alors, et du coup, la question, pardon. Je précise juste, et la solidité financière des éditeurs ou des sociétés, parce que j'ai eu le cas récemment de clients, un grand groupe, qui avait sollicité une start-up pour mettre en place une plateforme e-learning très sympa, très séduisante. Et la start-up a malheureusement coulé il y a quelques semaines. Et donc tous les contenus qui avaient été créés sur cette plateforme sont perdus. Et la société se retrouve du jour au lendemain sans plateforme. Donc ça aussi, c'est un point très important. La prise de référence et effectivement la solidité est effectivement importante. J'ai retrouvé la question entre-temps. C'était comment on procède pour... Voilà. Là, il faut un peu distinguer le contenu, le contenant et l'accompagnement. C'est-à-dire que pour créer le contenant, vous allez effectivement être plus avec les services IT, avec tout justement ce paysage d'intégration. Et là, il faut les bonnes personnes, mais pas forcément étendre trop largement. Sinon, on se retrouve dans des projets usines à gaz qui perdent, qui vont prendre beaucoup de temps et qui vont épuiser tout le monde. Donc là, je dirais, c'est plus les bonnes personnes de l'IT et du métier, donc RH ou business. Et après, pour la partie contenu, là, il faut vraiment impliquer les formateurs, si c'est eux qui vont créer des contenus, si c'est eux qui vont animer des dispositifs blended, qui vont utiliser aussi bien le présentiel que le distanciel. Et après, pour les utilisateurs finaux, là, effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez là, d'avoir peut-être parfois des approches différentes pour pouvoir les comparer et d'aller chercher auprès du terrain, auprès de l'utilisateur final, vraiment de recueillir son expérience de formation de manière quantitative
et qualitative, et à chaud et à froid. Donc là, vous pouvez construire des scorecards ou des matrices d'appréciation qui vont pouvoir vous aider à trouver les bonnes recettes qui marchent dans le contexte de votre entreprise, qui ne seront pas forcément des recettes universelles, mais qui vous permettront de construire des guidelines pour les prochains dispositifs de formation que vous pourrez faire ensuite. Ouais, parce qu'il y a un écueil souvent, c'est qu'on n'implique pas assez les opérationnels métiers, parce que les entreprises fonctionnent encore beaucoup en silo, et donc ça ne prend pas. Et j'avais, pour rebondir là, sur ce point-là, il y a l'importance aussi de mettre en place une réelle communication quand on lance un programme de formation en interne. Est-ce que ça manque? C'est toute la partie constatez chez vos clients? C'est toute la partie marketing du dispositif, comme je disais, qui est hyper importante. Il faut faire la promotion de votre dispositif. On a des clients qui font des teasers, des goodies, des événements, des remises de prix ou ce genre de choses. Puis des recommandations en interne par les usagers, les early adopters en interne, des communautés, qui vont après promouvoir, des ambassadeurs. Ouais. Tout ça, il ne faut pas que ça occulte la solidité de votre programme de formation par ailleurs. Ce n'est pas juste des paillettes poudre aux yeux. C'est juste, ça vient en complément pour amener les utilisateurs à aller sur les parcours, à découvrir les nouvelles modalités et à rentrer dans une dynamique régulière de formation. Vous avez envie d'ajouter un point par ça? Alors, en fait, je réfléchissais effectivement à ce que j'ai pu voir effectivement dans des processus achats. Et je crois que le processus achat le plus original auquel j'ai été confronté, c'est forcément on a l'IT, les DRH, trouver les utilisateurs clés. Et ce qui est important aussi, c'est de se poser les questions des processus clés. Parce que je pense que le test, il n'y a rien de mieux que le test pour apprendre et s'assurer effectivement que c'est ce qu'on veut faire demain. Et en septembre, on a signé en fait un grand groupe immobilier français. Et pour tester, justement, ils avaient shortlisté 2 prestataires, dont Cornerstone, et ils nous ont fait... on était dans une seule salle, donc les 2 prestataires, avec des scénarios types, et toute la journée, des personnes métiers identifiées sont venues et ont testé les 2 solutions. Et à la fin de la journée, justement, ils ont fait un feedback de ce qu'ils avaient préféré. Justement, là, on avait le côté user-friendly, mes processus, qu'est-ce que je vais pouvoir traiter. Et c'est vrai que c'est la démarche, j'allais dire, la plus originale à laquelle j'ai été confronté. C'est un peu surprenant de se retrouver tout de suite avec son concurrent dans la même salle, mais au final, ça a été quelque chose d'assez enrichissant pour nous, pour le client, et ça a participé en tout cas au choix. Et après, pour le concurrent, et après pour le lancement, c'est vrai que le fait d'avoir impliqué ces personnes, ça déroule beaucoup plus vite, parce que dans cette logique de change, les gens avaient été impliqués effectivement dans le processus. Et juste par contre sur la partie contenu, c'est vrai que tu indiquais qu'il faut dissocier. Alors le contenu, il y a 2 types de contenu. Je ne sais pas si c'est bien clair dans vos têtes. Il y a le contenu métier, qui est le cœur, j'allais dire finalement, de votre dispositif, pour faire en sorte que vos commerciaux vendent mieux, pour sensibiliser. Enfin, on est vraiment sur vos processus métiers d'onboarding et tous les contenus, j'allais dire sur étagère que vous allez acheter, mais qui ne répondent pas du tout aux mêmes enjeux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour travailler la marque employeur, attirer les collaborateurs. Donc on a des taux de complétude qui ne sont pas du tout les mêmes, mais on est sur des objectifs qui sont distincts. Et ces contenus métiers que vous achetez coûtent extrêmement cher, autant se dire les choses. Donc c'est important dès le début de se dire, sur ma formation, si je souhaite mettre ce type de contenu, ce qui à mon avis est une bonne chose, il faut quand même le prévoir dès le début. Et beaucoup se disent, les contenus on verra après. Et je pense que non, il faut en parler tout de suite. Et en parler même financièrement tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous lancez votre plateforme et que vous avez même les meilleurs contenus que vous avez créés avec n'importe quel outil ou vidéo ou autre, si votre plateforme est un petit peu légère en contenu, ça risque de faire un peu un bide. Voilà. Donc il faut tout de suite, à mon avis, penser contenu et tout de suite anticiper en tout cas ce point. Notamment si vous avez fait une bonne campagne de communication et de marketing sur votre dispositif et que les gens arrivent sur le portail et que le portail est vide, vous créez de la frustration et vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc effectivement, il faut penser le contenu en parallèle. Et sur les coûts des contenus, il y a effectivement des contenus très chers, mais il y a aussi des offres plus accessibles. Quelle transition!
qui viennent aussi enrichir les parcours. Il y a les MOOC, il y a aussi la curation de contenu, qui est quelque chose qui est assez tendance, où on peut s'abonner à des fils à partir de mots-clés qui vont aller chercher sur le web des ressources pédagogiques d'actualité et sérieuses, et qui vont pouvoir alimenter. Donc là, on est plus dans de l'information qualitative que de la formation à proprement parler, mais qui permettent aussi à un certain type de cibles, comme par exemple les managers ou le top management, d'aller se sensibiliser sur des sujets de fond avec la lecture d'articles de qualité. Oui, Nora. C'est là où effectivement le fait que vous indiquiez par exemple une enveloppe budgétaire, ça peut nous guider quand on va créer un parcours à se dire effectivement on va créer sur mesure par exemple 1 heure d'e-learning, mais à côté de ça, on va faire de la curation de contenu et on va sélectionner des contenus qui existent déjà, par exemple, sur Internet. On va éditorialiser ces contenus, donc on va expliquer à l'apprenant pourquoi telle vidéo ou tel contenu disponible sur tel autre site Internet est intéressant par rapport à la formation. Ça permet en plus de créer de l'engagement parce qu'on va avoir une approche pédagogique ou en tout cas un apport d'information qui va être différent, avec un ton différent peut-être. On peut se permettre parfois des choses un peu plus humoristiques. Et donc ça permet de toucher vraiment les préférences de tous les apprenants, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les apprenants ont des profils différents, des envies différentes. Donc pour parler à tout le monde et pour vous assurer que tout le monde est embarqué et bien formé, voilà, ça permet d'enrichir un parcours en faisant appel à des ressources existantes. Par contre, il faut bien penser à l'éditorialiser et à expliquer, justifier pourquoi ça a un intérêt et quels bénéfices chaque apprenant pourra en tirer. Oui, je voulais rajouter un point sur la partie employabilité, ressources externes qui permettent justement de valoriser la marque employeur et justement faire que vos collaborateurs aillent sur des contenus autres que des contenus métiers, puisque c'est aussi important dans la notion de formation et justement pour prendre goût justement aux formations métiers, d'apporter à vos collaborateurs des ressources dites plaisir. Donc c'est-à-dire des ressources qui se consomment sans y aller à reculons. Et donc ça permet justement de mettre le pied à l'étrier à vos collaborateurs, pour qu'après ils puissent revenir sur la plateforme et ils se disent ah bah tiens j'adore finalement le e-learning, parce que nous on a des retours, j'ai aussi vu en entreprise les personnes qui suivaient des modules e-learning. Il y avait une personne justement dans la banque, pour citer un exemple, dans la banque il y avait une seule personne qui faisait le quiz du e-learning, puis il donnait la réponse à l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Donc le dispositif e-learning, quand il est détourné comme ça, ça fait que les gens, ils y vont à reculons, ils se disent encore une formation e-learning, encore un contenu qui nous embête tous. Et du coup, le sens de la formation est totalement perdu. C'est pour cela que la curation justement de contenu externe et de contenu plaisir, on peut citer justement, il y a eu des MOOC sur la décoration d'intérieur, sur la cuisine, et justement ça peut être des sujets qui permettent justement à vos collaborateurs de prendre goût à la formation digitale. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Et madame? Oui, bonjour. Moi, je travaille avec des personnes aveugles ou malvoyantes, donc qui ont des outils adaptés qui leur permettent ce qu'on appelle des outils lecteurs d'écran, par exemple, type JAWS ou NVDA. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, je voulais savoir si ce type d'accessibilité, puisqu'on parle d'accessibilité, est pris en compte aussi par vos clients et par vous-même dans vos conseils. Alors là, c'est les aveugles ou malvoyants, mais ça peut être aussi les sourds ou d'autres types de handicap. Oui, c'est une bonne question. On développe deux choses de notre côté. La première, c'est la reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'on peut parler à son smartphone et lui dire une thématique, management, et il va nous dire vous voulez faire un quiz sur du management? Oui, et il va nous poser les questions, nous lire les réponses, et on va pouvoir répondre oralement.
Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième, qui est là plus large, c'est le développement des podcasts. En fait, de plus en plus qu'on intègre dans les dispositifs, enfin pas nous, mais nos clients intègrent des podcasts dans leurs dispositifs de formation qui permettent de proposer une modalité qui est plus accessible pour certains publics. Je crois qu'il y avait encore une autre question. Ah, pardon. Excusez-moi, oui, je voulais compléter parce que c'est vrai que pour nous, l'accessibilité est vraiment essentielle et pour avoir fait un projet de formation digitale pour des aidants, donc de personnes handicapées avec des handicaps rares, donc qui peuvent être aveugles et sourds, enfin c'est des handicaps vraiment spécifiques. On s'est rendu compte de la limite quand même encore au niveau outils et plateformes en termes d'accessibilité. Donc nous, on milite vraiment chez Nel & Associés pour engager tous les acteurs de la formation digitale à revoir un petit peu les outils et à intégrer effectivement les lecteurs vocaux, tous les outils qui permettent de rendre accessibles les contenus. Les podcasts, ce sont des outils qui vont se développer. 20% des recherches Google à l'heure actuelle se font de façon vocale. Donc c'est vrai que ça va dans ce sens. Et c'est aussi un moyen de rendre des outils beaucoup plus accessibles à un ensemble de populations. Ouais. Ça arrive. Ouais. Mais la transformation prend du temps. Il y avait une autre question. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il existait des applications natives open source. Et voilà. Et sinon, par rapport à est-ce que celles qui sont payantes sont largement plus chères que de créer des contenus sur LMS? Alors, je vous inviterai à lire le guide LMS là, qui est gratuit, qui paraît demain. Effectivement, on fait le distinguo entre plateforme open source et plateforme propriétaire. Et on indique bien dedans qu'en fait, il y a différents critères qui jouent et que sur le coût, c'est pas forcément si évident que ça parce qu'il y a des coûts cachés quand on choisit une solution open source. Il faut soit avoir une équipe en interne, mais l'équipe, elle coûte, elle représente un budget. Soit il faut passer par un prestataire qui va maintenir, installer la plateforme sur un serveur, etc. Donc là aussi, il y a des coûts. Donc en fait, voilà, c'est un peu plus compliqué que de se dire open source, c'est gratuit, c'est pas le cas. Et il faut vraiment prendre en compte tous les coûts. Et là, je vous laisserai peut-être compléter sur la partie propriétaire en termes de structure de coûts. C'est vrai qu'en tant qu'éditeur de logiciels, on est propriétaire de nos développements. Donc, moi, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas s'il existe des développements natifs en open source. Certainement que oui, mais en tout cas, effectivement, nous, on a des coûts conséquents de développement et d'ingénierie pour maintenir une solution native en iOS et en Android et en web aussi, puisqu'on est cross-canal. Et il y a certainement d'autres modèles économiques, mais effectivement, ce n'est pas le nôtre. Alors nous, clairement, nous on est sur un modèle économique qui est un modèle SaaS. Et clairement, l'idée, c'est d'être sur une offre de service. Les open source sont plutôt sur un business model type intégrateur, avec effectivement, j'allais dire, du paramétrage, des montées de version que vous allez devoir payer. Donc il n'y a pas de secret, finalement, d'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Finalement, ce système, c'est un peu ce que disait Noria. Moi, ce que j'essaie toujours de mettre en perspective, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire quels seront les impacts business que vous allez pouvoir avoir, et donc se dire effectivement, je mets sur la table tant, mais combien je vais en gagner derrière. Voilà. Ah, une autre question. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant. Il y a une question que vous n'avez pas trop abordée, qui est la partie des RGPD. Sur les données, notamment les données sensibles qui vont pouvoir se balader particulièrement chez des prestataires en plateforme propriétaire. Comment est-ce qu'en tant qu'acheteur de formation, on peut être vigilant là-dessus, sur ces données et voilà, est-ce que vous avez des conseils sur sur quoi il faut faire attention? Alors toujours dans le guide qui paraît demain, on a listé, il y a un paragraphe parce qu'on a listé les 6 critères RGPD qui sont à prendre en compte quand on veut faire le choix d'une solution de type plateforme. Donc là, je les ai plus en tête, mais il y en a quelques-uns. Il faut avoir un référent. Mais j'imagine, comme Cornerstone est conforme justement à RGPD, je te laisse Pierre. Je ne connais pas les 6 critères du guide de Noria,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu une conformité, et notamment, il faut un DPO, qui est un Data Protection Officer, oui, qui soit présent, et tout un tas, effectivement, d'instances qui sont accessibles. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'éditeur a un rôle qui est d'exécution. C'est-à-dire que vous êtes aussi acteur et vous avez un certain nombre de responsabilités dans cette nouvelle réglementation. Je pense que quand même, malgré tout, sur les grands acteurs effectivement présents sur le salon, vous êtes couverts sur ce type de choses. Mais c'est quelque chose qu'on traite beaucoup. Et je peux vous dire que maintenant, en termes de closing, quand on parle d'un point de vue commercial, je passe 1 mois de plus pour signer un contrat, puisque on a souvent maintenant les échanges juridiques et on a les échanges avec le DPO, qui est soit juriste, soit quelqu'un de l'IT. Et effectivement, on épluche tout cela et vous avez cette capacité de modification, de rectification, de suppression de la donnée. Ça signifie qu'il faut informer régulièrement aussi les salariés de l'usage de leurs données? C'est exactement cela, et c'est justement, c'est pas le rôle de l'éditeur. C'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité du client, justement. Donc c'est important d'avoir bien conscience, effectivement, de vos responsabilités. Donc soit vous avez des juristes ou des personnes en interne qui ont effectivement cette capacité d'information, soit vous avez des personnes comme Noria qui sort un guide demain avec 6 critères qui pourront vous aider. Et c'est pas le guide de Noria, pour repréciser, c'est le guide LMS du FOD, une association avec des bénévoles dont donc, je pilote le groupe de travail, mais on est nombreux et ce n'est pas mon guide. Mais en tout cas, sur la RGPD, pour finir de répondre à la question, demandez aux prestataires que vous interrogez dans le cadre de vos appels d'offres, tout simplement de vous fournir leur politique en la matière. Si c'est des gens sérieux, ils sont forcément conformes avec cette réglementation et ils ont forcément écrit une politique qu'ils peuvent vous fournir. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Ah, madame. Oui, bonsoir. Je me demandais, dans le cahier des charges, est-ce qu'on a le droit de marquer un taux qu'on vise un taux de réussite? Parce qu'en digital, souvent on perd beaucoup d'apprenants en cours de route. Est-ce que ça peut être une exigence dans le cahier des charges qu'on peut mettre? C'est plutôt l'obligation de résultat. Vous pouvez le mettre, mais après, moi, à chaque fois, ce que je rappelle aussi aux clients, c'est qu'il y a, alors dans tous les cas, un module, on sait le faire bien, mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une organisation à mettre en œuvre, en fait, en fonction de ce que vous voulez, si c'est juste un module, si c'est tout un dispositif, un parcours. Il y a plein de facteurs qui vont contribuer au succès de cette formation. Donc il y a l'action que vous allez faire vers les managers. Les managers eux-mêmes ont un rôle à jouer pour donner envie ou motiver ou trouver le temps, donner le temps en fait à leurs collaborateurs pour se former à distance. Il y a les formateurs qui doivent être aussi associés si c'est un parcours blended learning. Il y a toute la communication, tout le marketing de l'offre à mettre en place. Donc après, si vous nous confiez l'ensemble de ces éléments, la partie communication, etc., oui, mais quand parfois on a juste une brique de l'ensemble, c'est compliqué. Puis parfois la plateforme, on n'a pas d'action dessus et la plateforme peut ne pas être ergonomique. Enfin voilà, il y a tellement d'éléments qui jouent aussi sur la satisfaction des apprenants. Mais nous, on aime bien aussi faire une enquête 6 mois après ou 1 an après pour voir effectivement quels sont les retours. Et je vous assure qu'en général, c'est positif. Mais il ne faut pas oublier tous ces éléments-là qui vont vous assurer la réussite du dispositif. Moi, juste pour rajouter, je suis entièrement d'accord que le taux de complétion n'est pas forcément l'indicateur à suivre absolument, puisque si on fait la transition avec le présentiel, vous allez avoir... vous avez 10 personnes dans la salle qui suivent une formation présentielle. À la fin de la journée, vous allez avoir 100% de taux de complétion. Mais est-ce que tout le monde a vraiment suivi la formation? Tout le monde s'est forcément intéressé à la formation? Pas forcément. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon indicateur à transposer au digital? Moi, j'en suis pas persuadé. Et comme disait Nora, ça dépend de tellement de facteurs, dont le marketing de l'offre, dont le feedback des utilisateurs. Et c'est pour ça que aussi l'activité qu'il y a eu également durant la formation, pour voir si vraiment les utilisateurs ont été dessus. Après, le digital, ça permet aussi de traquer un peu plus
justement l'activité des apprenants. Donc c'est des choses, c'est d'autres KPI qui peuvent être suivis autrement que le taux de complétion. Oui, c'est maintenant, il y a des plateformes aussi qui ont beaucoup d'outils, qui mettent en place des analytics, qui permettent un retour sur investissement, le nombre de personnes, le taux d'abandon, le nombre de personnes qui suivent, les formations qui sont le plus plébiscitées par certains types de populations, et ce qui permet de mettre en place des mesures rectificatives et d'ajuster ces formations par rapport aux différentes populations et éviter comme ça les taux d'abandon. Ce qui permet de mettre un ROI par rapport à toutes les actions qu'on met en place en interne et de justifier l'efficacité de sa stratégie en fait. Oui, donc pour répondre à votre question, l'intérêt d'avoir des indicateurs, il est réel, mais vous ne pouvez pas demander aux prestataires de s'engager sur la réussite de ces indicateurs parce que ça dépend de choses qu'ils ne maîtrisent pas. En revanche, nous, ce qu'on conseille aux clients qu'on accompagne, c'est de définir un certain nombre d'indicateurs qui soient soit quantitatifs et ou qualitatifs, mais généralement les deux, et de les suivre régulièrement. Et de s'assurer que on est dans les clous de ce qu'on a projeté en termes de nombre de formations, de pourcentage de complétion ou d'autres indicateurs, et de créer des plans d'action associés. En tout cas, la démarche de mesure de la performance de la formation est une bonne démarche parce que c'est ce qui va vraiment donner de la crédibilité à votre projet en interne et vous permettre de sortir effectivement des chiffres qui prouvent la réussite du projet. Juste un petit truc pour booster les taux de complétude, une modalité qui marche bien, c'est tout ce qui est classe virtuelle. C'est-à-dire que si vous avez un parcours digital 100% e-learning, si vous le ponctuez de classe virtuelle, vous allez booster en général les taux de complétude, puisque les personnes vont faire l'effort de suivre finalement leur e-learning dans l'attendu de cette classe virtuelle. Et ce truc est pas mal repris par les prestataires de contenu sur étagère, pour justement faire en sorte de décoller des 5 à 8% de taux de complétude à des taux de 30 à 40%. Oui, dans l'idéal, on pourrait faire un schéma avec le synchrone, l'asynchrone, l'individuel, le collectif. Et normalement, dans un dispositif de blended learning, vous devez avoir des modalités dans chacun des quartiers en fait, de ce schéma. Donc individuel, collectif, synchrone, asynchrone. Et sur les classes virtuelles, attention d'avoir aussi la logistique ou l'organisation qui permet de vous assurer qu'il n'y a pas d'absentéisme aussi aux classes virtuelles parce qu'on a parfois de l'absentéisme en présentiel et on peut aussi en avoir en classe virtuelle s'il n'y a pas tout un dispositif d'accompagnement, de relance, etc. Donc c'est aussi à penser. Alors, on approche de la fin. Donc, je vais demander à tous nos intervenants en 2 minutes de transmettre son message clé. 2 petites conclusions. On va commencer par vous, Tiffen, et puis... Oui, par vous. Oui, et puis on fait la chaîne. Okay. Vous avez 2 minutes chacun, une petite conclusion, votre mot, votre conseil. Peut-être un dernier conseil que je donnerais, c'est le partenaire que vous allez choisir pour construire votre dispositif de digital learning. Vous allez passer du temps avec ces équipes, donc il faut aussi choisir des gens avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez prendre plaisir à travailler, avec qui vous avez un bon degré de confiance, et des personnes aussi qui vous donnent de la vision par rapport aux tendances du digital learning et qui vont pouvoir du coup impulser une certaine ambition à votre projet. Donc c'est aussi un choix de collaboration humaine. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment pour booster justement tous les KPI que vous vous êtes fixés en amont, c'est vraiment de faire de la communication sur votre offre. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Sans communication, vous allez avoir personne sur votre plateforme. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment la clé. Nous, on le voit avec nos clients. Les plateformes les plus performantes, c'est les services RH qui s'impliquent aussi dans la communication et qui, comme disait Tiffen, fabriquent des teasers, envoient des newsletters régulièrement, sollicitent les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'instantanéité avec les réseaux sociaux. Il faut vraiment pas matraquer, mais c'est vraiment un enjeu essentiel si vous voulez vraiment qu'il y ait du ROI derrière. Voilà. Alors moi je pense que j'aurais 3 conseils. Le premier c'est parler autour de vous, c'est-à-dire que la formation,
Je pense qu'il faut que vous parliez aussi aux acteurs du recrutement ou du talent management ou du capital humain, parce que, encore une fois, je pense que vraiment les projets de formation touchent toute l'entreprise. Et comme le disait Christelle, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'entreprises en silo. Parfois, vous avez votre collègue du recrutement qui est sur le même étage et ils ne sont même pas au courant forcément de votre projet de formation. Et pour autant, sur tous les sujets d'onboarding, finalement, qu'est-ce que c'est l'onboarding? C'est souvent de la formation, plus des documents qu'on va effectivement distribuer aux collaborateurs. Le deuxième conseil, c'est de se dire, effectivement, on parle de plan de formation digitale, on l'a vu, hein, c'est à la fois ces solutions de gestion administrative, ces plateformes digitales, et c'est aussi les contenus. Donc, pensez à cette partie contenu, et comme on l'a vu, il y a les contenus qui seront votre cœur de métier que vous allez créer ou faire créer, et les contenus sur étagère. Et le troisième contenu, c'est lancez-vous. Hein. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses à vos questions avant de vous lancer, vous partirez jamais. Donc je pense qu'il y a un moment aussi, il y a l'expérimentation et le test and learn dont on parlait, donc de tester, d'apprendre aussi en s'engageant dans cette aventure, en tout cas du digital. Faut oser. Voilà. Allez-y. Alors moi j'avais un conseil, hein, parce que j'ai vu récemment une de nos clientes qui est responsable formation, qui ne connaissait pas du tout le digital learning, à qui on a confié le développement du digital learning et de monter des formations blended learning avec plateforme, etc. Et elle s'est formée au digital learning avant même de tout initier. Et on a pu l'accompagner sur cette partie-là. Et elle nous a dit, mais ça m'a changé la vie parce qu'en fait, je connaissais votre métier, j'ai pu l'expliquer, j'ai pu travailler avec la DSI, avec les différents services de mon entreprise. Et je savais de quoi je parlais, je savais quelles pouvaient être les difficultés rencontrées. Donc ça lui a permis vraiment d'avoir toutes les clés pour ensuite faire les bons choix, trouver les bons partenaires et associer tous les gens de l'entreprise. Deuxième conseil, c'est aussi de demander aux prestataires que vous allez solliciter des références et de ne pas hésiter à appeler ces références pour avoir des retours. Parce qu'effectivement, comme disait Tiffaine, c'est important d'avoir la confiance, de travailler et d'avoir les bons conseils. Et donc, n'hésitez pas aussi à solliciter les clients de vos partenaires pour voir si effectivement les retours sont bons, quelles ont éventuellement été les difficultés rencontrées, etc. Parce que là aussi, au moins, ça vous permettra de faire le tri entre les différents prestataires. Voilà. Écoutez, on est dans les temps. Hein. Il est 12. Si vous avez envie d'ajouter un dernier mot, il reste 3 petites minutes. Voilà, écoutez, merci beaucoup. C'était très, très intéressant, très constructif. J'espère que vous repartez avec quelques conseils, quelques idées et que ça a répondu à toutes vos questions, aux questionnements. Merci beaucoup. Au revoir.